Enfance. 9 écrivains racontent et réinventent un souvenir d'enfance. En Afrique, comme ailleurs, les enfants lisent Le Petit Prince et parfois des livres qu'ils ne devraient pas. En Afrique, comme ailleurs, ils s'enthousiasment des exploits d'un acrobate de cirque, ils espionnent les adultes et s'interrogent sur leur comportement étrange, ils s'aventurent dans les marais ou sur la mer alors qu'on le leur avait interdit. En Afrique, comme ailleurs, les enfants sont frondeurs, rêveurs, avides de découvertes et impatients de grandir. Et l'Afrique où la nature, les traditions et les merveilleux sont omniprésents, leur offre un terrain de jeu un peu plus grand qu'ailleurs. La maison sur la colline, Kadihan. Elle était bâtie sur une colline et ne ressemblait à aucune autre maison. C'était une sorte de cahute en bois et nous l'avions baptisée la maison enchantée. Elle se penchait vers la mer avec ses vastes fenêtres qui faisaient entrer le vent frais et léger. Ses murs étaient hauts et son plafond en pointe semblait s'étirer à l'infini. Nous avions une grande pièce qui rassemblait la famille autour d'un feu pendant des nuits où il faisait froid. Maman y avait étalé des nattes avec des petits coussins brodés pour poser nos têtes. Nous n'avions pas beaucoup de meubles, elle n'aimait pas les objets inutiles. Elle préférait la chaleur de nos corps allongés sur les nattes les uns aux côtés des autres, où chaque coussin exaltait nos odeurs. Dans les chambres, il y avait juste des lits, une armoire en bois et un panier en osier où nous rangions notre linge sale. Maman était sévère pour le rangement. Elle nous obligeait à faire nos lits dès le réveil et nous interdisait de laisser traîner nos affaires. Elle veillait à la propreté de la maison et ne pardonnait pas nos péchés de paresse. Ma sœur Mouna et mes frères se faisaient souvent gronder quand ils désobéissaient aux règles maternelles. Moi, j'étais la plus petite et je profitais pour faire excuser mes oublis. Et puis, il y avait grand-mère Bolo. Elle me protégeait parce que j'étais sa préférée. Je n'étais pas une enfant gâtée pourrie, comme on pourrait le croire. J'étais juste la dernière et cette situation me permettait de jouir de l'indulgence des adultes. N'allez pas croire que je n'étais jamais punie, au contraire. Quand il m'arrivait de faire des bêtises, maman me consignait dans ma chambre loin de la grande pièce où se retrouvait la famille et je n'étais pas autorisée à écouter les histoires que nous racontait grand-mère. Et ça, c'était une vraie punition. À 80 ans, grand-mère n'avait plus de dents. Il ne lui restait que ses incisives avec lesquelles elle mâchait sa viande comme si elle s'en allait en guerre contre un gros morceau de caoutchouc. Elle aimait chiquer du tabac. Elle attendait la nuit, s'imaginant que tout le monde dormait pour sortir sa tabatière de sa cachette. Elle enfonçait une bonne pincée de tabac au fond de sa joue, puis elle fermait les yeux et faisait semblant de somnoler. Quelquefois, elle fumait la pipe aussi. J'aimais l'odeur de sa bouche, une odeur de grand-mère, austère et douce, aigre et généreuse. J'aimais aussi son sourire, édenté, il était vif et enchanteur. Quand elle riait, grand-mère penchait la tête en arrière, ses yeux brillaient, comme si elle allait chercher son souffle dans le regard qu'elle adressait au ciel. Mémé Bolo avait une voix magique, et tout le monde l'aimait. Notre maison ressemblait à une cabane de pêcheurs. Elle se dressait, isolée, avec pour seul voisinage l'étendue bleue et les herbes sauvages qui poussaient autour d'elle, même si personne ne les arrosait. Le matin, les mouettes venaient chanter sous nos fenêtres. Nous avions aussi des pigeons qui sifflaient dès que l'aube arrivait. Le poulailler grouillait et le chef de la basse-cour se mettait à pousser son hymne à la vie. Nous n'avions pas besoin de réveil. Dès que nous entendions leur chant, nous savions qu'il était l'heure de nous lever. La voix de maman accompagnait leur liesse matinale et nous prévenait que le petit déjeuner était prêt. Nous courions alors dans la grande pièce qui nous servait aussi de salle à manger. Après le repas, nous embrassions les parents et Mme Bolo avant d'aller à l'école. Nous empruntions un petit chemin de sable étroit qui s'ouvrait à l'entrée de la cour. Nous descendions la pente de la colline pour rejoindre la grande route qui menait vers le savoir. Nous revenions par le même chemin qui, au sommet de la grimpée, finissait devant notre maison. Dès qu'on ouvrait la porte, on se retrouvait devant le grand sapotier que papa avait planté le jour de ma naissance. Je suis née dans une cahute en bois il y a quelques années. Bébé, je ressemblais beaucoup à grand-mère. C'est d'ailleurs pourquoi mon père m'a donné son nom, Bolo.
et elle m'appelle homonyme. Les autres m'ont surnommé Néné, maman en Peul. J'ai oublié de vous dire que j'étais Peul, une petite Peul de l'Afrique de l'Ouest, ce qui a son importance puisque grand-mère Bolo relatait toujours ses récits dans notre langue. Et elle en savait des choses, ma mémé. Elle savait tout sur tout. Elle connaissait le nom de nos ancêtres, leur histoire, les épopées des rois Peuls, leur mariage et même leur divorce. Elle nous racontait aussi comment, petit, papa recevait une correction quand il n'obéissait pas à ses ordres, et cela vexait mon père que de nous entendre rire des bêtises de son enfance. Notre maison avait 3 chambres, dont une que j'aimais en particulier. C'était celle de ma grand-mère Bolo. Elle était mystérieuse, elle distillait le parfum de ma nénée. Quand elle nous croyait endormis et qu'elle chiquait son tabac, je me faufilais jusqu'à son lit, je me couchais à côté d'elle et je respirais l'odeur de son corps. Grand-mère Bolo ne bougeait pas. Elle continuait de faire semblant de dormir et ainsi je pouvais rester serré contre elle jusqu'à ce que je sois ivre de ses parfums. Puis je m'endormais et tous les matins, le chant des oiseaux me réveillait dans la chambre que je partageais avec ma sœur Mouna. C'était seulement grand-mère qui me mettait dans mon lit. Notre école était située au centre de la ville. J'avais une maîtresse très gentille qui enseignait l'histoire, la géographie, le calcul et l'écriture. Elle nous donnait aussi des leçons de morale et d'instruction civique. Elle nous parlait de ses voyages dans des pays très lointains où, comme elle disait, il faisait tellement froid qu'on pouvait laisser son poulet à la fenêtre et le retrouver congelé le lendemain. Quelquefois, elle nous racontait aussi des histoires. Le petit chaperon rouge, Boucle d'or et les 3 ours, Peau d'âne, le petit poussé. Et puis un jour, elle m'a puni. Je lui avais demandé de nous conter les aventures de Luck, le lièvre, de Gaindé, le lion, ou même de Ndjambala, la girafe. Je voulais aussi qu'elle nous parle de Soundiata Keita, de Samori Touré et de Kankan Moussa, des rois africains qui avaient aussi leur histoire, mais elle s'est mise en colère et m'a envoyée au coin. J'ai compris plus tard que maîtresse Patricia ne savait pas tout. Heureusement que grand-mère Bolo m'attendait à la maison pour me dire les mésaventures des animaux de la brousse, m'apprendre les vertus des plantes de la forêt et me narrer les épopées des aïeux que personne ne citait. C'est comme ça que j'ai su qu'il y a des années, des Blancs venaient chez nous et volaient des Africains costauds qu'ils envoyaient ensuite dans ces pays froids dont parlait maîtresse Patricia. Puis, ils les vendaient à d'autres Blancs qui en faisaient des esclaves. J'appris aussi que bien plus tard, comme ils ne pouvaient plus vendre des êtres humains, les Blancs avaient envahi les pays d'Afrique et s'étaient installés en maîtres. Les indigènes les servaient dans une crainte totale. N'allez pas croire que tous les Africains étaient des lâches. Au contraire, grand-mère m'a dit qu'il y en avait qui avaient refusé de se laisser asservir. Ils avaient organisé des révoltes et avaient formé des armées pour s'opposer aux envahisseurs. C'était le cas de Samori Touré, qui, à partir de 1880, s'était heurté aux colons anglais et surtout aux Français. Il avait même réussi à défaire ces derniers lors de la bataille de Woyo-Wanyanko, malgré l'artillerie lourde dont il disposait. C'était le 2 avril 1882, ce qui le rendit très célèbre. Grand-mère Bolo m'a dit aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, des soldats africains avaient été recrutés. On les appelait les tirailleurs sénégalais. Ils venaient de tous les pays du continent. Il y avait des Noirs et aussi des Arabes du Nord. Ils étaient allés se battre dans des pays très éloignés pour défendre la France. Et après la guerre, on avait installé certains survivants au camp de Thiaroye, au Sénégal, et ils ont réclamé les arriérés de leur salaire, mais les officiers français ont refusé de les payer. Alors, ils se sont mis en colère, ils ont séquestré un général qu'ils ont relâché après parce qu'il leur avait promis qu'on allait les payer. Mais au lieu de recevoir leur dû, ils ont été mitraillés le 1er décembre 1944. La plupart de ces anciens combattants sont morts comme ça. Ceux qui avaient survécu au massacre ont été jetés en prison. Quelle histoire, j'ai dit à grand-mère. Mais pourquoi la France ne voulait pas les payer ? Pourquoi elle les a bombardés alors qu'ils se sont battus pour elle ? Grand-mère Bolo n'a pas répondu. Elle ne savait pas pourquoi la France avait fait ça.
Dès qu'on sortait de notre maison, la mer nous tendait ses bras. Nous n'avions que 100 mètres à parcourir pour plonger dans l'eau chaude et bleue. Il y avait toujours un soleil éclatant qui la chauffait pour nous. J'aimais aller me baigner avec ma sœur et mes deux frères. Un jour, comme ils ne voulaient pas m'accompagner, j'y suis allée toute seule. Je me suis jetée à l'eau et j'ai nagé comme un poisson. Je me suis éloignée de la berge et soudain, je me suis retrouvée très loin. J'étais au milieu de la mer et quand je me retournais, je ne voyais même plus le large. Mais je me suis souvenue des paroles de grand-mère. La mer est vaste et pleine de secrets homonymes. Si les hommes savaient tout ce qu'elle garde dans son ventre, ils ne se gêneraient pas d'aller le lui voler. Petite fille curieuse, j'ai voulu connaître ce que la mer cachait dans son ventre. J'ai continué de nager, je suis allée dans ses profondeurs et j'ai découvert un espace fantastique. J'ai vu des algues géantes et des poissons de toutes sortes et de toutes les couleurs. Il y en avait que je n'avais jamais imaginé avant. Ce qui m'a le plus émerveillé, c'est le paysage. Quand j'ai voulu retourner sur la plage, j'ai senti que mon pied droit s'était engourdi. Je n'arrivais plus à le bouger, je ne pouvais plus nager, je me suis mise à hurler, personne ne m'a entendu. J'étais trop loin, j'avais peur et j'étais épuisée. J'ai commencé à pleurer en me disant que j'étais perdue. Heureusement, un pêcheur est passé par là dans sa pirogue. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs et une barbe très longue. Quand il m'a vue, il a mis sa main devant sa bouche, puis m'a regardé longuement en écarquillant les yeux. Enfin, il a ramé vers moi et m'a attrapé par la tête. Il avait deviné que j'étais en train de me noyer. Il s'est penché sur l'eau et m'a tiré de toutes ses forces. Il a réussi à me hisser dans sa pirogue encombrée de filets de pêche et de seaux. Il m'a couverte avec des sacs en tissu, je crois que c'était des sacs de riz vides. Il m'a ramenée sur la plage où toute la famille m'attendait, comme si le vieux pêcheur leur avait téléphoné pour les avertir. Nous n'avions même pas le téléphone. « Oh mon Dieu !» a dit maman. « Qu'est-ce qui t'a pris d'aller toute seule dans la mer ?» Je grelottais, je pleurais aussi. Grand-mère m'a prise dans ses bras et m'a amenée dans notre maison. Elle m'a couchée dans son lit et elle est sortie me préparer un bol de chocolat chaud. « Qu'est-ce qui t'a pris d'aller dans la mer ?» Elle a répété. « Ne t'avais-je pas averti des dangers de la mer? Tu n'écoutes donc jamais ce que je te dis, homonyme ?» Je n'ai pas répondu. Je pleurais encore, mais parce que je savais que maman allait me punir. Je vais te raconter l'histoire de Mame Kumba Castel, la reine de la mer. Elle vit dans les profondeurs, on ne peut pas troubler son sommeil sans sa permission. Sinon elle se fâche et ses colères sont ravageuses. Avant de lancer leur pirogue, les pêcheurs maîtres de l'eau font des sacrifices à la mer. Ils offrent des présents à Mame Kumba Castel pour l'adoucir. Elle est féroce avec ceux qui entrent dans son territoire sans l'avertir. Avec les cadeaux, elle est prévenue que les pêcheurs s'apprêtent à larguer les amarres. Et si elle est d'accord, la mer reste calme et bleue, la marée est basse. Mais si elle ne veut pas qu'on la réveille, elle pousse un long grognement que personne ne peut entendre. Alors la mer devient trouble, l'eau est obscure et on peut voir les reflets de ses avertissements sur les vagues. Les pêcheurs sont obligés de remettre leur visite à un autre jour. C'est pareil pour les simples nageurs, ils doivent gagner la confiance de Madame Kumba Castel avant de se jeter à l'eau. Toi, petite sotte, tu allais déranger cet esprit sans permission. Qu'est-ce qui t'a pris? Je voulais connaître le secret de la mer, j'ai répondu en pleurant. Ne t'avise jamais de recommencer, a prévenu Mémé Bolo. Cette fois-ci, tu as eu de la chance en tombant sur ce vieux pêcheur. La prochaine fois, tu regretteras d'y être allé. Je n'ai rien dit, j'avais compris la leçon. Et puis, j'ai eu tellement peur que j'ai juré à grand-mère que plus jamais je n'irai nager. Mémé Bolo me disait souvent: tout ce que je te raconte, je le tiens de ma grand-mère. Elle s'appelait Bolo aussi comme toi et moi. Tu sais, les grand-mères ont toujours des choses à apprendre à leurs petits-enfants. Nous savons beaucoup de secrets grâce à notre âge. Un jour, tu te marieras et tu auras des enfants. Tes enfants auront les leurs aussi. Quand tu seras aussi vieille que moi, à ton tour, tu conteras mes histoires à tes petits-enfants pour que jamais le lien ne se brise. J'étais au balbutiement de mon existence, ça me paraissait tellement loin. Comment pourrais-je avoir l'âge de grand-mère? Je la regardais stupéfaite et je murmurais à son oreille: Tu as quel âge, grand-mère?
Elle souriait parce qu'elle ne savait pas son âge. Elle était vieille, ma mémé. Je n'avais pas assez de doigts pour compter son âge. Elle était quand même la maman de mon papa. Et papa était vieux aussi. Et puis, le temps a passé. J'habite toujours la cahute en bois, des mouettes s'arrangent pour venir chanter à nos fenêtres, les pigeons ont vieilli, ils sont remplacés par leurs petits-fils qui soufflent aussi leur air de paix. Le coq a eu des petits qui à leur tour ont fait des enfants, ça grouille dans le poulailler. Et là, qui nous tend ses bras, même Kumba Castel se repose toujours dans ses profondeurs. Les arrière-petits-enfants du vieux pêcheur à la longue barbe lui font des offrandes avant de lâcher leur barque sur les vagues. Rien n'a changé à part ma famille. De nouveaux visages ont remplacé les anciens. Le souffle de grand-mère Boulot est resté intact dans sa chambre qui sent encore les effluves de son tabac et le goût sucré de sa bouche. Aujourd'hui, quand je marche dans la rue, je me retourne toujours sur le visage des enfants que je croise. Je retrouve en eux le sourire édenté de Mémé Bolo. Je revois ces yeux pétillants qui chauffaient mon cœur. Et alors je me dis, elle avait raison, grand-mère. Maintenant, c'est à mon tour de donner la magie à la nature. C'est pourquoi, assise sur le rebord de la vie, je vous ai raconté les histoires de mon enfance. Un jour, ce sera à vous de les transmettre à vos petits-enfants.